Alors quand on m'a proposé ce topo, en fait, la question me semblait surprenante. D'abord, déclaration de lien d'intérêt. Donc en fait, la question c'est pourquoi manger pour vivre, finalement. Tout le monde sait que, notamment les conséquences des famines, des guerres, des déportations, font qu'on connaît un peu les conséquences de la dénutrition protéino-énergétique. Ceux qui sont partis dans les zones dites déshéritées connaissent cela. Ces enfants qui meurent souvent d'infections à staphylocoque. Et finalement, on peut résumer cette situation-là, malheureuse pour l'humanité, par une phrase d'Émile Zola dans un de ses romans qui disait « Beaucoup en crevèrent au sujet des soldats français qui mouraient de faim et chez qui on avait redonné à manger ». Donc, effectivement, il y a un côté trivial et il faudrait éventuellement changer de sujet. Mais quand on regarde ce qui se passe en réanimation, si on considère les modèles expérimentaux, les études cliniques, finalement, la controverse actuelle sur la façon de diminuer ou pas, de réduire ou pas le déficit en énergie, la controverse plus ancienne sur l'immunonutrition, les risques connus de la surnutrition, pourquoi en réanimation, finalement, nous n'arrivons pas à mesurer l'impact de l'assistance nutritionnelle sur la morbimortalité. Pourquoi ? Alors, effectivement, est-ce que nos outils d'estimation de l'état nutritionnel sont inadaptés? Est-ce que ça mesure quelque chose de réel ou non? Est-ce que nos concepts physiopathologiques sont erronés? Et finalement, c'est la voie de droite que j'ai choisie, et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Alors, quand on considère le bilan énergétique chez un sujet sain, en bonne santé, avec un poids stable, on a l'habitude, il est usuel de dire que le bilan énergétique, en fait, c'est la différence entre les dépenses énergétiques et les apports énergétiques. Mais déjà, en disant cela, on oublie toute l'énergie stockée dans les graisses, les triglycérides, mais aussi les protéines. Chez un sujet sain, ça correspond à peu près à 100 000 kilocalories. Le problème, c'est que ces 100 000 kilocalories ne sont pas forcément mobilisables, notamment en pathologie. Alors, les outils d'estimation qu'on a actuellement en réanimation sont les suivants. Les apports énergétiques, on verra, ce n'est pas si simple de les quantifier. Les dépenses énergétiques, il faut oublier les méthodes isotopiques en réanimation, la mesure de la VO2 par un cathéter de Swan-Ganz. Il reste quoi? La méthode dite de référence, mais vous verrez à la fin de la présentation, peut-être que c'est une drôle de méthode de référence, les équations prédictives. Et puis il y a la problématique de l'énergie stockée, et puis des autres formes d'énergie aussi. Et là, on aborde un sujet qui est compliqué en réanimation, c'est l'étude de la composition corporelle. Alors, voici les résultats d'une étude qu'on avait publiée sur un petit groupe de malades, mais petit groupe de malades peut-être pertinent, des malades ventilés plus de 4 jours, sévères, hein, il y avait une mortalité supérieure à 60%, et finalement, c'est peut-être ces patients-là qui bénéficieraient le plus de l'assistance nutritionnelle. Et on remarquait que finalement, par rapport à la dépense calculée, les médecins arrivaient à prescrire à peine la moitié de ce qui était dépensé de façon calculée par les patients, et que les infirmières arrivaient à peine à prescrire les 2/3, en tout cas moins des 3/4 des calories prescrites par les médecins. D'où l'importance de la différence entre ce qui est dépensé et de ce qui est réellement apporté. Alors pourquoi? Est-ce que les infirmières, les médecins font n'importe quoi? Non. Il y a des problèmes d'intolérance gastro-intestinale en réanimation qui sont souvent liés à l'usage des drogues de la sédation, les vasoconstricteurs, les procédures diagnostiques et thérapeutiques qui interrompent l'alimentation entérale. Et puis il faut bien le reconnaître aussi, une certaine part d'inertie médicale et paramédicale, la méconnaissance des bonnes pratiques. Et tout ceci donc aboutit à une sous-prescription, voire la non-administration des apports énergétiques par voie entérale en réanimation. Et finalement, dans l'étude que je citais tout de suite, 2/3 du temps chez ces patients-là, il y a au moins la présence d'une situation qui limite la nutrition entérale, et dans 1/4 du temps, la nutrition entérale est interrompue. Il ne faut pas oublier non plus, quand on estime les apports énergétiques, les calories dites non nutritionnelles. Exemple, les perfusions de glucose, mais aussi la sédation avec le propofol, ou les méthodes de dialyse. Dans les bains de dialyse, il y a du glucose. Donc au total, si on prend par exemple des études récentes, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, souvent, en fait, dans ces études, il n'y a aucune preuve, aucune certitude sur la prise en compte des calories non nutritionnelles, le temps d'arrêt de la nutrition et, en fait, de ce qui est réellement administré aux patients. Hein. Ça, c'est une étude donc connue par les collègues néo-zélandais et australiens qui montrait finalement que chez des patients chez qui on choisissait de tout faire pour essayer d'augmenter la part de la nutrition entérale les premiers jours, par rapport à un groupe contrôle, finalement, on arrivait à l'administration à peu près de la même quantité, soi-disant, de calories, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de différence de morbimortalité. Mais très probablement, en fait, ces estimations sont vraiment surestimées. Et très probablement qu'il y a beaucoup moins de calories qui sont réellement administrées. Et donc les deux groupes sont avec un déficit énergétique très important, ce qui explique peut-être qu'on n'arrive pas à trouver de différence dans la morbidité infectieuse. Au contraire, une autre étude récente qui avait montré dans un groupe dont l'énergie administrée, les calories administrées étaient monitorées par la calorimétrie indirecte, avait montré qu'il y avait une diminution de la mortalité, mais dans ce groupe-là, il y avait une tendance à développer plus d'infections. En fait, dans ce groupe-là, on n'avait pas tenu compte des calories non nutritionnelles, notamment des perfusions de glucose, et très probablement que dans le groupe étudié par calorimétrie, monitoré par calorimétrie, il y avait une surnutrition et donc un excès d'infection. Et enfin, cette étude plus récente du NIH, donc de la RDS Network, qui montre que finalement, si on donne pratiquement rien à manger aux patients, 400 calories, par rapport à une nutrition dite plus standard, autour de 1200 calories par jour, il ne se passe rien. Il n'y a aucun effet sur la morbidité infectieuse. Alors là aussi, comme dans l'étude d'en haut des Néo-Zélandais et des Australiens, dans ce papier-là, il n'y a aucune preuve que les calories réellement administrées dans ce groupe-là sont vraiment passées dans les patients. Et quand on regarde, ils ont également un algorithme, puisqu'ils utilisent le résidu gastrique. L'algorithme est terrifiant. On a l'impression de revoir un peu, pour ceux qui sont le plus anciens, dans les années 80, il y a un film qui s'appelait Brasil. C'est un peu ça. Et donc, moi, je mets au défi les gens de prouver dans cette étude que les patients là recevaient vraiment 1200 calories. Très probablement que la différence est beaucoup plus limitée. Et ça explique probablement pourquoi, en fait, il n'y a pas de différence sur la morbidité infectieuse. Donc les calories non nutritionnelles, pas prises en compte. Le temps d'arrêt, la nutrition, pas prise en compte. Les situations limitant la nutrition entérale, pas prises en compte. Et donc l'impact de la mesure sur le résidu gastrique, point d'interrogation. Alors là, on arrive dans le vif du sujet, finalement, c'est l'estimation des dépenses. Et pour savoir où on va, il faut savoir où on est, et puis il faut savoir d'où on vient, en fait. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce texte du père, en fait, de la chimie moderne, Antoine Laurent de Lavoisier. Alors c'était effectivement le père de la chimie moderne, c'était aussi malheureusement pour lui infirmier général, collecteur d'impôts, et donc on lui a coupé la tête en 1794. Dans les années 1770, il a eu une intuition dont la clairvoyance est encore renversante pour ceux qui étudient un peu la dépense énergétique, la calorimétrie. Il a dit « La vie est une lente combustion maintenue par la respiration. Les animaux sont composés d'éléments combustibles. La nourriture remplace la perte de substances résultant de la combustion de certaines matières présentes dans l'organisme. » Alors effectivement, 250 ans après, on se dit « Mais il avait tout compris. » Peut-être que non, finalement. Il manque quelque chose là-dedans, et c'est probablement en fait, dans ce texte, il y a toute l'influence de ce qu'on appelait les épicuriens dans l'Antiquité, les Grecs épicuriens. Alors ça n'a rien à voir avec l'adjectif qu'on utilise actuellement chez les personnes qui aiment bien manger et vivre, ça n'a rien à voir. Ces gens-là étaient extrêmement sérieux et ils avaient déjà développé une conception atomique, moléculaire de la matière, mais ce qui leur manquait, c'était le concept d'énergie. Et je vous conseille de lire Lucrèce qui a rapporté un peu ses travaux des épicuriens, et ils avaient remplacé le concept d'énergie par celui de vitesse. Et finalement, quand on lit Lavoisier, eh bien, on se rend compte qu'il lui manque aussi ce concept d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Eh bien, il va falloir attendre quelques décennies pour passer effectivement au XIXe siècle, où là, on a mis en place les principes de la thermodynamique. L'énergie, c'est une propriété de la matière, qu'elle soit inerte ou vivante. Et la matière, elle obéit toujours aux règles fixées dans l'univers, c'est-à-dire les principes de conservation de l'énergie et le principe d'entropie. Qu'est-ce que le principe d'entropie?
Eh bien, au cours des transformations physico-chimiques de cette matière, l'énergie utilisable a tendance à diminuer et l'entropie, le désordre, à augmenter. C'est un principe inébranlable de la thermodynamique. Au contraire, les systèmes vivants, la matière vivante, fait qu'avec le métabolisme énergétique, vous avez une diminution de l'entropie et une augmentation de l'énergie utilisable. Alors en disant ça, en fait, on triche, parce qu'il faut savoir que les systèmes vivants sont des systèmes ouverts sur le milieu extérieur. Et donc il faut aller un peu plus loin dans cette conception-là. Et il faut parler des systèmes qu'on appelle dissipatifs. Qu'est-ce qu'un système dissipatif? Un système dissipatif, c'est un système matériel, qu'il soit inerte ou vivant, qui est traversé par un flux d'énergie ou de matière. Et à partir de ce flux d'énergie ou de matière, les aliments par exemple, il va s'auto-organiser. Il va avoir plus d'informations et il va diminuer l'entropie en fait. Et donc en fait la vie c'est un système dissipatif. Et quand on regarde au cours de l'évolution de l'univers, l'évolution des systèmes dissipatifs, il y a des choses qui sont surprenantes. Il faut savoir par exemple qu'un cerveau humain, par gramme de matière, ça dissipe plus d'énergie qu'un gramme de matière solaire, 50 000 fois plus. Là, l'échelle étant en erg par seconde, par gramme, un erg par seconde, un watt, ça veut 10 puissance 7 erg par seconde. Donc, on ne se rend pas compte de ça, mais c'est très important. Et donc, la vie, finalement, c'est quoi? C'est l'accumulation d'informations et de la dissipation d'énergie. Alors, si on va un peu plus loin sur ces systèmes dissipatifs, en fait, à travers ce flux d'énergie et de matière, il y a trois grands principes qui gouvernent un peu les cellules vivantes et la vie telle qu'on la connaît de façon auto-organisée. C'est un principe que vous connaissez, premièrement, l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'anabolisme, le catabolisme. C'est les stocks d'énergie, c'est fabriquer des sucres, des graisses, à partir des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et finalement, avec notre calorimétrie indirecte, nos mesures pour estimer l'énergie dépensée, on va surtout analyser cette partie-là, mais on oublie les deux autres parties. Quelles sont ces deux autres parties qui font partie des grands principes fondamentaux de ce que c'est que la matière vivante? La deuxième chose, c'est l'hétérostasie. C'est ce qui gouverne en fait la forme, l'information. C'est essentiellement tout ce qui passe par les atomes de phosphore, des phospholipides, qui permet finalement d'avoir une cellule sa forme, mais aussi polariser cette cellule pour échanger des informations, échanger de l'énergie aussi. Et donc c'est tout ce qui est communication et système nerveux. Et donc ça, c'est lieu dans les membranes, alors que le métabolisme ou le catabolisme a lieu dans le cytoplasme. Et enfin, dernière chose qui est importante et qu'on oublie complètement, c'est l'information contenue dans le génome, ce qu'on appelle la téléostasie. C'est lié essentiellement à l'azote, aux acides nucléiques, et ce qui permet en fait à un système dissipatif d'accumuler de l'information pour évoluer, pour changer. Et donc là, on a affaire à l'évolution grâce aux gènes. Et c'est également intégré dans l'immunité. Et donc, ça a une fonction de défense, d'adaptation au milieu extérieur. Et ça, c'est situé dans le noyau. Et donc, tout ça, ça génère ce qu'on appelle de l'entropie négative. Et ça permet à un système vivant de survivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la calorimétrie indirecte, finalement? Eh bien, on va mesurer l'oxydation des nutriments en mesurant la consommation d'oxygène, la production de CO2. Et c'est lié au métabolisme, mais si je vous repasse cette plaque-là, finalement, c'est que ça, alors que finalement le flux d'énergie, il est dans les autres principes également. Donc il y a un problème. Il y a d'autres problèmes avec la calorimétrie indirecte, qui est notre méthode de référence. C'est des limitations qui sont importantes, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et finalement, chez les patients intubés ventilés plus de 24 heures, il y a pratiquement la moitié des patients chez qui ces mesures-là ne sont pas fiables. Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la méthode de référence, limitation chez les malades sévères, ça a besoin de critères de qualité de mesure, ça requiert expertise et temps, c'est non disponible pour chaque malade sévère, et ça coûte cher. Cette petite machine-là, j'aimerais bien avoir, elle coûte plus de 30 000 €. Alors, à part la calorimétrie, on a les équations prédictives. Et là, les choses sont assez claires. Les équations de Harris et Bénédicte, c'est pas fiable en réanimation. Les facteurs de correction, ça accroît l'imprécision des équations de Harris et Bénédicte. Et les modèles multiparamétriques modernes sont pas fiables, sont plus fiables, mais leur précision varie selon les circonstances.
Alors il y a des recommandations aussi par les sociétés savantes, hein, la SRLF, l'ESPEN, l'ASPEN, ça tourne autour de à peu près 20 à 30 kilocalories par jour. Et pour les prochaines recommandations de la SRLF SFAR, on est plutôt à 20 kilocalories par jour. Ça méconnaît la variabilité de la dépense énergétique en réanimation. Il y a le problème du poids lié aux œdèmes en réanimation, mais c'est facile à calculer. Est-ce que ça augmente l'adhérence au protocole écrit? Nous pensons que non. Alors quand on regarde la littérature, par rapport à ce que je vous ai dit sur l'estimation des dépenses, ça pose un problème. Voilà 3 publications récentes. Celle des Belges, donc sur la réduction du déficit en énergie par une nutrition parentérale de complément. Et là, l'estimation des dépenses est faite avec des équations de Harris et Benedict modifiées. Feu rouge. Ça, c'est une histoire dans laquelle j'ai trempé personnellement. Là, dans cette histoire-là, on montre que le déficit en énergie, en fait, plus il croît, plus le risque de développer des pneumonies à staphylocoque doré augmente. Mais on utilise des modèles multiparamétriques. Feu orange, feu rouge, pareil. Et puis, l'étude récente également, des collègues de Lausanne et de Genève, où là, on montre que, effectivement, en réduisant le déficit énergétique, en monitorant avec la calorimétrie indirecte, il y a peut-être un effet bénéfique sur les infections nosocomiales. Mais par rapport à ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'on mesure l'énergie? Moi, je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu'on mesure. Et ça explique peut-être qu'il y ait cette confusion, cette controverse, en fait. Alors, la composition corporelle, d'autres formes d'énergie. Alors, vous savez que le corps, on peut le scinder en masse grasse, stock d'énergie, masse maigre. J'ai pris du rose jambon, j'ai fait exprès. Mais dans le jambon, vous savez, il y a beaucoup d'eau. Il y a l'eau extracellulaire. Et bien, quand on arrive à retirer l'eau extracellulaire, on arrive à ce qu'on appelle à essayer d'isoler la masse cellulaire active. Qu'est-ce que c'est que la masse cellulaire active? C'est tout ce qui, en fait, correspond à ce qui peut avoir une membrane, un noyau, et qui produit et qui consomme de l'énergie. Tiens donc, c'est la définition d'un système dissipatif. On n'est pas loin. Hein. Et donc, effectivement, ça serait bien d'avoir des outils de mesure qui permettraient de mesurer cette fameuse masse cellulaire active. Métabolisme, communication, évolution, stockage d'énergie. Donc la masse cellulaire active, c'est peut-être l'outil ultime d'évaluation de la nutrition en réanimation, puisqu'on est vraiment à l'intersection entre les dépenses, les apports, et puis les autres formes d'énergie, finalement. Alors, cette masse cellulaire active, chez les mammifères, elle a une relation particulière quand on la mesure avec la dépense développée par ces animaux-là. L'homme, il est à peu près là. Les rongeurs, ils dépensent beaucoup plus que nous, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils mangent à peu près 2 fois le poids de leur corps par jour. Imaginez, vous mangez 140 kg de nourriture par jour. C'est la seule façon de survivre, sinon ils bouffent leur masse cellulaire active et ils finissent par mourir. Hein. On sait que la dénutrition oriente plutôt la courbe vers la droite. Qu'en est-il de l'agression de l'infection? Personne ne sait. Donc il y a une relation curvilinéaire entre masse cellulaire active et dépense d'énergie. La variabilité de la dépense d'énergie, elle correspond en partie à la variabilité de la masse cellulaire active. Le tronc est le meilleur déterminant de la masse cellulaire active en réanimation. Et c'est normal, puisque là, il y a tous les organes, comme le cœur, le foie, qui dissipent beaucoup d'énergie. Et le cerveau, souvent, il est au repos parce que les gens sont anesthésiés et sont ventilés. Le rapport MCA sur dépense d'énergie influencerait le pronostic, mais c'est à confirmer. Et en cas de dénutrition, il y a une augmentation de l'eau extracellulaire importante, une diminution de la masse cellulaire active et une augmentation relative, comme vous avez vu sur la courbe avant, de la dépense d'énergie. Et l'inflation hydrosodée altère moins la masse cellulaire active que la masse maigre. Voilà, alors pour l'instant on est en train de balbutier, dans notre groupe on balbutie, on vient de développer un outil d'évaluation, de mesure au lit du patient de la masse cellulaire active, il est encore très perfectible. Et sur ces données préliminaires, on voit bien que par rapport à l'estimation de la masse maigre, c'est beaucoup moins influencé par les mouvements rapides d'eau. Là, c'était un quasi-modèle expérimental chez des malades dialysés après un état de choc traité. Et ils étaient stables. Et quand on leur retire à peu près 3-4 kg d'eau en quelques heures, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup moins de variation de la masse cellulaire active que de la masse maigre. C'est logique. Pour terminer, les interactions entre hôtes pathogènes. On va prendre l'exemple du staphylocoque doré. Le but de l'existence d'un staphylocoque doré, c'est finalement de métaboliser du carbone grâce au cycle de l'acide tricarboxylique, c'est l'équivalent du cycle de Krebs chez les mammifères. Et il faut savoir donc qu'en fonction des variations de substrats, s'il y a des pulses de glucose par exemple, ou d'acides aminés,
eh bien, ça peut modifier tous les enzymes, l'équipement enzymatique de ce cycle de l'acide tricarboxylique, et ça peut induire, donc, activer des systèmes de transduction, d'activation de gènes, notamment de gènes de virulence. C'est vrai pour le staphylocoque, c'est pas vrai, par exemple, pour le bacille biocyanique. Ça pose la question des interactions hôtes pathogènes en réanimation. Vous savez que la dénutrition chronique, effectivement, ça diminue l'immunité cellulaire, ça diminue l'efficacité de la barrière épithéliale, ça modifie la flore et finalement ça augmente la colonisation et favorise l'infection. Eh bien peut-être que la dénutrition aiguë, finalement, en diminuant les substrats, ça peut moduler certains facteurs de transcription nucléaire, certains complexes de virulence, favoriser la virulence et les infections. Donc conclusion, eh bien, moi, ce que je peux vous dire en relisant un peu la littérature et en analysant un peu toutes les insuffisances des outils de mesure qu'on a actuellement pour estimer, mesurer la dépense énergétique, pour vraiment savoir ce qui se passe quand on administre des calories, qu'est-ce qui est vraiment assimilé, eh bien, finalement, les limitations des méthodes permettant le calcul du bilan énergétique, y compris la calorimétrie indirecte en réanimation, suggèrent qu'il est plus raisonnable actuellement de limiter plus que de combler totalement le déficit en énergie. Si vous m'avez suivi, le déficit en énergie, moi je ne sais plus ce que ça veut dire. L'estimation de la masse cellulaire active, ça permettrait une approche thermodynamique, quelque chose de nouveau, de la pathologie basée sur les fonctions vraiment physiologiques primordiales du vivant. Et donc là, ce que je vous ai proposé, c'est de regarder sous un angle complètement différent la physiopathologie au niveau de la nutrition. Et enfin, troisième point, mieux connaître les interactions hôtes pathogènes et le comportement de la masse cellulaire active lors des situations d'agression. Ça permettrait aussi de comprendre davantage l'impact du déficit énergétique, si tant soit peu il existe, sur la morbimortalité en réanimation. Je vous remercie.